Jean-Hervé m'a donné la tâche de présenter la vision macronienne, je vais donner la mienne. Et puis ensuite, chacun jugera de la distance entre les deux. Donc, ça concerne effectivement la question de la mondialisation et qu'est-ce que la France peut faire, qu'est-ce que la France peut proposer. Pour comprendre mon point, c'est très rapide. Il suffit de partir de l'analyse politique qui a été faite donc, du rejet de la mondialisation en France. Et cette analyse politique, elle a deux dimensions. L'une, c'est que l'un des problèmes, c'est qu'on s'occupe mal des perdants de la mondialisation, en particulier en France. Et la deuxième, c'est que peut-être qu'un certain nombre de choses qui ont été faites en matière de mondialisation pourraient éventuellement être reconsidérées. Donc, sur la base de ces deux constats, la France a la chance aujourd'hui de pousser un nouvel agenda. Et est aidé en cela par le fait que la mondialisation, dans sa version traditionnelle, est remise en cause non seulement, bien sûr, par ses opposants naturels que vous connaissez tous, mais aussi par de nouveaux opposants qui sont assez inattendus. Et je pense en particulier à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ça n'était pas de ce côté-là qu'on attendait une aussi grande opposition à la mondialisation. Alors, quel est l'agenda qui peut être poussé sur cette base-là ? Eh bien, il a été dit à Davos, hein, si vous regardez le triptyque qui a été annoncé donc, par Emmanuel Macron à Davos, il a dit il faut investir, il faut partager, il faut protéger. Donc il a fait un très long discours, mais si on voulait en retenir quelque chose, ce serait probablement ça. Donc investir, ça veut dire bien sûr investir dans le capital, ça veut dire investir dans l'éducation, dans l'innovation. Partager, tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger vraiment sur la question de la redistribution des fruits de la mondialisation. Et protéger, c'est la dernière dimension, elle est très très importante. Il s'agit de faire en sorte que le marché du travail fonctionne bien et que ceux qui perdent leur emploi retrouvent un emploi. Donc ça paraît très simple, évidemment. On sait que c'est évidemment très très compliqué. Ça n'est pas que des questions d'éducation, c'est des questions de fonctionnement aussi du marché du travail. Donc ça, c'est pour la dimension interne. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en interne pour faire avancer cet agenda. Mais il y a aussi une dimension externe, c'est-à-dire il ne faut pas non plus être naïf et penser que seules les politiques intérieures, les politiques françaises, vont permettre de résoudre tous les problèmes posés par la mondialisation et permettre d'en tirer tous les avantages qu'on pourrait en tirer. Et donc il est important de se projeter au niveau européen, puisque c'est là en réalité que la plupart des décisions se prennent. Vous savez que la politique commerciale de l'Union européenne est une prérogative européenne. On l'a dit tout à l'heure, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment, par exemple, où vous parlez d'ISDS, etc., où là, vous rentrez dans les compétences nationales. Mais pour l'essentiel, la politique commerciale européenne est une compétence communautaire. Et donc, ce qui est important, c'est d'être influent à Bruxelles et d'essayer d'infléchir l'agenda bruxellois. Donc l'agenda bruxellois, vous le connaissez pour l'instant, c'est l'accord avec le Canada, on en a parlé il y a 5 minutes, c'est l'accord avec le Japon et c'est le prochain accord avec le Mexique, pour lequel la négociation a rapidement avancé dans les derniers jours. Et il ne vous a pas échappé que cette frénésie européenne est un irritant pour le président Trump, qui s'en est offusqué en disant que l'attitude européenne allait se retourner contre nous, que nous allions regretter d'avoir cette politique commerciale. Alors ça, c'est la politique commerciale européenne traditionnelle, et il faut l'infléchir de quelle façon ? Eh bien, il ne faut pas arrêter de négocier avec nos partenaires commerciaux naturels. Il faut simplement enrichir les négociations, et ça, c'est le point de vue français, et c'est celui-là qu'il faut pousser à Bruxelles. Il faut enrichir les négociations en ayant un agenda large, mais qui n'est pas forcément aussi large que celui qui est promu, au moins sur le papier, par la Commission européenne. Donc il faut avoir une dimension sociale, il faut avoir une dimension environnementale, et il faut avoir une dimension de concurrence dans ces accords. Il me reste 2 minutes, mais ce sera fait. Vous noterez que je n'ai pas mis l'ISDS dans cet agenda, parce que je pense que ça ne sert à rien. Je pense
pense que c'est une énorme bêtise qui a été faite de mettre cet élément dans les négociations, parce que ça ne sert à rien, si ce n'est à juste titre, soulever les inquiétudes de la société civile et du coup à mettre en danger les autres sujets sur lesquels on peut avancer, qui sont les sujets sociaux et environnementaux. Et cette vision française doit être combinée avec l'autre point de vue qui est défendu par la France, qui est par rapport aux questions climatiques. Donc Emmanuel Macron était très très en pointe sur les questions climatiques, ça ne vous a pas échappé. Et donc, c'est assez facile, dans chacun des accords, de prévoir des dispositions qui permettent de s'assurer que la signature de cet accord n'aura pas de conséquences désagréables pour le climat. Vous allez me dire, mais comment fait-on? Parce qu'à partir du moment, et ça sera ma dernière phrase, à partir du moment où on transporte des produits, eh bien, les bateaux qui transportent les produits font des émissions. Eh bien, la France, et c'est quelque chose qu'on pourrait faire assez facilement, pourrait pousser les feux au niveau international d'une tarification des émissions par les porte-conteneurs. Comment ça marche? Eh bien, il suffit de taxer les bateaux qui polluent et de subventionner ceux qui ne polluent pas. Donc, il faut taxer les pollueurs, mais leur rendre l'argent, ce qui choque évidemment les ONG, mais ce qui est très facile à imaginer pour un économiste qui n'a pas à mettre les mains dans la politique. Donc, on taxe les pollueurs et on subventionne les armateurs qui ne polluent pas. Et en faisant cela, ce qui est très facile, il suffit de s'entendre au niveau politique, au niveau international, et comme vous savez, c'est facile. À ce moment-là, on peut renforcer le virage qui a commencé vers, disons, le GPL, pour parler de choses non techniques, donc vers des bateaux à gaz de pétrole liquéfié, qui ne sont pas émetteurs de polluants, comme le sont les bateaux actuels. C'est une des conditions pour que les accords commerciaux internationaux soient des accords qui soient bons aussi pour la planète. Voilà pour l'agenda français.